Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. M. Trudeau qui est en Ukraine à l'occasion des événements qui soulignent les 3 ans de cette guerre. Mais en fin de semaine, c'est le président Zelensky là, qui a posé quoi? Est-ce qu'on peut appeler ça un geste d'éclat ou fait une déclaration d'éclat? En fait, ça sera un éclat qui va être bien mesuré, c'est-à-dire que M. Zelensky dit si jamais on ouvre la porte de l'OTAN, de l'association qui réunit les pays d'Europe de l'Ouest, le Canada et les États-Unis, si on ouvre la porte à l'Ukraine, j'accepterai, moi, de laisser ma place et donc de démissionner pour voir que c'est déjà pour l'essentiel acté pour les Américains, c'est-à-dire que ça fait longtemps déjà qu'on pense que M. Zelensky a fait son temps et je vois pas que ça puisse convaincre les Russes. Il y aurait pas d'entente de paix s'il fallait que la porte de l'OTAN soit ouverte à l'Ukraine. C'est gagné d'avance. Les Américains là-dessus ont été assez clairs il y a 10 jours quand le secrétaire à la Défense, M. Exet, qui était en tournée en Europe, a dit « Nous ne voyons pas à moyen et long terme d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN. » Donc, c'est un geste pour Poutine, c'est le plus inacceptable. Oui. Moi, j'ai l'impression que Poutine serait plus parlable pour négocier des territoires à la limite, mais ça... L'OTAN, là, permettre que des bases de l'OTAN avec des soldats américains, français, britanniques s'installent à 1 kilomètre de sa frontière, à mon avis, c'est le plus inacceptable des inacceptables vu du point de vue de Poutine. Oui, puis essayons d'imaginer l'équivalent aux frontières des États-Unis. S'il fallait qu'il y ait un déploiement militaire d'une puissance considérée à quelques kilomètres de la frontière américaine, il y aurait probablement quelques sénateurs et congressmen indisposés. Une base russe à la colle, ça passerait mal pour les Américains, là. Comme les missiles russes à Cuba ont très mal passé pour les Américains en d'autres temps. Donc, tu as parfaitement raison. C'est absolument non négociable. Les Américains, pour ce qui est de l'administration présente, l'ont compris, en ont pris acte et ne feront aucun compromis là-dessus. Puis il faut voir qu'il y a quelques jours à peine, M. Zelensky disait justement pour relativiser la déclaration d'Exet sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, disait c'est vrai que c'est très clair comme affirmation, mais en même temps, c'est pas nouveau, même si l'administration de M. Biden semblait plus ouverte, plus ambivalente. Nous savions bien, nous Ukrainiens, que la porte de l'OTAN nous était pas ouverte. Donc, dans les faits, il a proposé quelque chose, sachant que ça ne ferait absolument rien au total de l'équation, que ça changerait rien, et qu'il n'y a personne qui allait dire « Bravo, ça y est, démissionne, puis soudainement, on va te faire de la place. » Je comprends, mais moi, je ramène ça, si on arrivait à une solution négociée avec le territoire, puis quelque chose d'acceptable, puis un cessez-le-feu, puis quelque chose de pas désavantageux pour l'Ukraine, quelque chose de juste, dans les circonstances de juste et peut-être même quasi avantageux pour l'Ukraine, mais qu'on requérait la même chose, que les Russes et ou les Américains disaient le départ de Zelensky est requis. À mon avis, lui, en disant ça, il vient d'ouvrir aussi la porte à ça, en disant, moi, je suis prêt à partir pour le bien du pays. Il vient ouvrir. Là, il l'a mis à une condition inacceptable. Mais à mon avis, cette demande-là pourrait revenir, mais dans un accord avec des conditions plus acceptables. C'est ça ma réflexion, moi. Oui, puis ça peut devenir effectivement quelque chose qui ressemblerait à un gain qu'on concéderait aux Russes. On dirait, vous vouliez qu'il parte, vous voyez, il s'en ira. Mais comme je le disais, moi, je pense que son départ est acté depuis très longtemps. Avant l'arrivée de M. Trump, il y avait eu plusieurs fuites organisées dans les journaux américains par la précédente administration, par des gens au Pentagone, à l'époque où M. Biden était à la Maison-Blanche, qui disaient ce n'est plus le partenaire qu'il nous faut. Puis il y a plein d'occasions aussi où son attitude a été perçue comme arrogante à l'endroit des Américains, comme si tout lui était dû. Il a froissé certains à Washington et pas récemment. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que dans les faits, il est en train d'annoncer qu'il va prendre une bretelle pour sortir de l'autoroute, sachant que de toute façon, c'est son destin qui se dessine à l'horizon. Ouais. Bon, le Pentagone qui veut réduire ses effectifs civils.
Ben, en fait, c'est plus que ça. C'est un gros coup de balai vendredi soir dont on n'a pas beaucoup parlé parce que il y a tellement de choses et que M. Trump est tellement capable d'inonder les médias de différentes décisions qu'on ne sait plus à laquelle se vouer. Mais gros ménage au sommet du Pentagone avec le chef d'état-major interarmes qui a été salué pour sa contribution, mais pas assez pour qu'on le garde. L'arrivée de quelqu'un qui ne sert pas pour l'instant, un général 3 étoiles en qui, visiblement, le président Trump a davantage confiance. C'est rarissime qu'on fasse ce genre de manœuvre. Normalement, il y a une bonne distance entre le politique et l'armée. Des congédiements, il y en a déjà eu. Le plus récent, c'est le général McChrystal par l'administration Obama parce qu'il les avait très sérieusement critiqués, il étant M. Obama et Joe Biden à l'époque de la guerre en Afghanistan. Et peu de temps après, on lui avait signifié qu'il devait quitter ses fonctions, mais c'est très, très rare. Et là, ce qu'on voit et ce que ça pose comme question, c'est est-ce que la nouvelle configuration au Pentagone sera indépendante? Est-ce que le leadership sera indépendant du pouvoir politique comme on veut que ça soit, puisque l'armée est une institution qui, évidemment, travaille au service du président. Le patron de l'armée, le commandant en chef, c'est le président. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui, en dernier recours, appuiera sur le bouton ou demandera à ce qu'on appuie sur le bouton s'il devait y avoir un conflit nucléaire. Mais il y a toujours eu une bonne distance entre le pouvoir exécutif et le haut du panier au Pentagone. Là, ça ressemble vraiment à quelque chose d'un leadership entièrement dévoué à Donald Trump. Ça renvoie, je termine là-dessus, puis on verra ce que ça va signifier au cours des prochaines semaines et mois, mais dans l'ensemble de l'administration, M. Trump, en tout cas cette fois-ci, est très loin de sa première administration. Il est entouré de gens qui lui sont très fidèles, mais ça renvoie à une frustration qui a été souvent exprimée, particulièrement à l'époque de la Syrie et de ce que M. Trump avait demandé en 2018, si ma mémoire me sert bien, à l'armée de retirer toutes les troupes américaines en disant il est hors de question qu'on reste impliqué dans le conflit et le Pentagone avait d'une certaine manière refusé d'obtempérer. On avait fait des jeux de cache-cache et ça sera confirmé plus tard par l'ambassadeur spécial désigné pour la Syrie qui avait dit c'est vrai que on disait qu'il en restait peut-être une poignée, 200, alors qu'il y avait beaucoup plus de soldats américains qui étaient restés sur le territoire malgré les ordres du commandant en chef. Ce qui était prévu en Allemagne est pas mal arrivé, c'est-à-dire que la droite, les conservateurs ont gagné, malgré un pourcentage de vote loin d'être spectaculaire. Ils ont même pas 30%, mais c'est eux qui en ont le plus. Et l'AfD, donc ce parti qualifié d'extrême droite, là, est bien arrivé deuxième. Beaucoup de choses dans cette élection. Je répète souvent que ça nous paraît, nous, un peu loin des élections législatives en Allemagne, mais dans le contexte actuel, c'est très important parce que c'est le joueur en Europe, ce qui permet d'ailleurs, en attendant à M. Macron, lui, d'emmener large et de vraiment devenir l'interlocuteur privilégié pour Donald Trump. Il est d'ailleurs aujourd'hui à Washington. Mais revenons à l'Allemagne, une élection hyper importante et on le mesure au taux de participation. Un record historique, plus de 83%, je pense. Quelque chose comme près de 50 millions sur les 59 millions d'électeurs. Ah oui, c'est rare dans les démocraties. En haut de 80% dans les démocraties occidentales, c'est devenu très rare, hein? C'est très rare et ça dit donc absolument que les Allemands se mobilisaient parce que l'heure est grave. C'est divisé, c'est fragmenté, ce l'est beaucoup. C'est une courte victoire pour les chrétiens démocrates, parti très conservateur, en deçà des 30%. Au départ, quand la campagne a été lancée, on disait qu'il était à 31, 32. Ça s'est tassé. Ils sont à 28,5, peut-être 29 quand le total des voix ont été comptés. Tu le disais, l'AfD, parti d'extrême droite, qui est à près de 21%. Mais si on ajoute un autre parti, lui, d'extrême gauche, l'Alliance Sarah Wagenknecht, mon allemand n'est pas terriblement bon, qui est à 4,97%. Ça veut dire qu'ils sont à 13 000 voix sur les 49 millions et quelques qui ont été exprimés de pouvoir être au Parlement allemand. Parce qu'ils sont en dessous de la barre des 5%, ils n'y seront pas. Ça aurait été donc une trentaine de... Parce qu'avec eux autres, ils ont un système proportionnel. Donc, à la proportionnelle, avec 5%, tu as le droit à des sièges, là. Exact. Mais à 4,97, tu as le droit à rien. Et ça me ramène à l'idée du
cordon sanitaire, de l'arc républicain, de ceux avec qui on peut parler, on peut pas parler. Et l'Alliance Sarah Wagenknecht, c'est un parti d'extrême gauche, perçu comme probablement infréquentable, et qui, sur la question de l'immigration, est très, très, très proche de l'AFD, de l'extrême droite. C'est rare que les partis d'extrême gauche ont un discours, disons, musclé. Alors, c'est pas exactement dans les modalités la même chose que pour l'AFD, mais ça se ressemble beaucoup. Quand tu les mets bout à bout, donc l'AFD de Alice Weidel et cet autre parti, tu es à plus de 26% ou près de 26% des électeurs allemands qui ne seront pas considérés et pour certains ne seront même pas représentés au Parlement. 5% des électeurs n'auront aucun député. Parce qu'ils ont voté pour des extrêmes dits infréquentables. Infréquentable, mais c'est un électeur sur 4 et même un peu davantage sur les 50 millions. Donc, tu es à 12 millions et demi d'Allemands à qui on va dire, vous avez fait un choix qui est un choix démocratique respecté, mais pas assez pour que nous fassions affaire avec vous, parce que le patron des chrétiens démocrates a d'ores et déjà dit qu'il était hors de question, quelles que soient ces circonstances, qu'il fasse une alliance politique pour former un gouvernement avec les gens de l'AFD. Il a pas ce qu'il faut de députés pour former un gouvernement majoritaire. Le pari le plus simple, c'est que ça soit le gouvernement défait ou la majorité, la portion majoritaire de la coalition qui était au pouvoir, c'est-à-dire les sociaux-démocrates qui deviennent les partenaires des chrétiens démocrates. Ça fait toute une... Mais tout ce que ça dit, en gros, la droite préfère s'associer avec la gauche modérée qu'avec l'extrême droite. En termes simples, là? Oui, ou le centre tiède, disons comme ça. Ouais. Et le parti qui a fait l'unanimité, c'est-à-dire le parti d'Olaf Scholz, qui a retenu que 16% d'appui à ces élections, parce que c'est un échec sur toute la ligne. Mais malgré tout, l'échec pourrait être récompensé parce qu'on fera de la place à ces sociaux-démocrates pour arriver à former un gouvernement. Et l'enjeu, c'est de le faire rapidement. La dernière fois, ça a pris plusieurs mois pour créer cette coalition tripartite. Et ce que ne veulent pas les Allemands en ce moment, c'est d'être sans direction claire, alors que dans l'absence de direction claire, M. Trump prend tout l'espace. La nature a horreur du vide et en ce moment, c'est évident que M. Trump, lui, va se satisfaire de ce que ses interlocuteurs européens soient pas nécessairement au rendez-vous, soient très contents de dire, voici la direction, vous n'avez qu'à me suivre. Et je pense pas que les Allemands vont vouloir ça. En attendant, c'est Emmanuel Macron qui est à Washington, qui espère se faire entendre. Et là-dessus, je peux te faire un pari. Il va être entendu, mais ça ne veut pas dire que pour autant, ça va changer quelque chose au plan de M. Trump. On s'en reparlera sûrement demain des conclusions de cette visite de M. Macron à la Maison-Blanche. Salut Stéphane.